Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Concrètement et Simplement, cette nouvelle série où donc je réponds simplement aux questions que vous me posez sur YouTube, Twitter et AskFM. Alors malheureusement encore une fois donc j'ai pas eu de questions sur Twitter mais c'est pas si grave puisque j'en ai quand même sur YouTube. Et sur AskFM j'ai eu encore des questions mais je pense pas que ce soit des questions posées par des vrais gens ou alors ils n'ont pas vraiment compris le principe de la vidéo. Donc dites-moi si vous avez posé une question sur AskFM, est-ce que c'était vraiment quelqu'un pour cette vidéo ou c'était un mec random qui a fait je sais pas quoi. Mais sinon du coup sur les questions que vous me posez donc, sur YouTube, donc il y a eu une série de questions que j'ai pas pu répondre dans la première vidéo puisque j'avais déjà tourné en fait le premier épisode. Donc je vais y répondre dans cette deuxième vidéo. Alors donc c'est Jérémy qui nous dit tuto monogame. Point d'interrogation. Tu fais quoi dans la vie? Tu comptes faire quoi plus tard? Tu as abandonné ton jeu que tu faisais sur Monogame? As-tu déjà fait une game jam? Si oui, raconte. Tu pourrais d'ailleurs te servir de ton audience pour faire des projets communautaires. Je sais pas trop des game jam par exemple qui durent dans le temps, des projets en équipe quoi. Ok. Alors, tuto Monogame. Eh bien, j'en ai fait. Donc encore une fois, si tu as une question plus précise sur ce que tu veux, si t'as un truc que tu veux savoir dans Monogame que j'ai pas évoqué dans les tutoriels, n'hésite pas à me poser la question, donc une question beaucoup plus précise que juste tuto Monogame, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Ensuite, tu fais quoi dans la vie et tu comptes faire quoi plus tard? Bon ça c'est des questions un peu plus personnelles, je ne vais pas y répondre dans cette vidéo. Si tu veux avoir des réponses à ce genre de questions, je t'invite à passer quand je fais des lives sur Twitch. Ensuite, tu as abandonné ton jeu que tu faisais sur Monogame. Alors, si tu parles d'Empyrion, oui, j'ai abandonné le jeu. C'est un peu compliqué, mais non, j'aimerais bien le faire un jour. D'ailleurs, j'ai revoulu essayer de le faire sur Unity cette fois-ci, enfin bref. Et changer pas mal de choses, peut-être passer en 3D, faire des trucs, enfin bref. J'ai réfléchi en fait, donc c'est pas complètement abandonné, mais pour l'instant, effectivement, je ne travaille pas dessus, enfin, je ne travaille plus dessus. Donc voilà. As-tu déjà fait une game jam? Oui, j'ai fait le Ludum Dare numéro 33, où j'ai fait un jeu qui s'appelle Carnage in Poopooland, que j'ai fait en live Twitch, et les rediffusions de tout le live sont sur ma chaîne. Donc si tu es intéressé, tu peux passer sur ma chaîne, regarder dans les uploads, j'ai pas fait de playlist. À la limite, peut-être, je ferai une playlist et je mettrai le lien dans la description. J'ai fait donc 5 parties, donc le stream a fait 5 parties, sachant que donc les vidéos vont de 1h25, c'est la plus courte, à 10h31. Voilà, donc si t'es motivé pour regarder tout le truc, ça nous fait un total donc de 32h35 secondes. Si tu as la foi de tout regarder, c'est l'équivalent à peu près de une vingtaine de films. Voilà. Donc, comment ça s'est passé? Bah écoute, franchement, je t'invite à regarder les lives si ça t'intéresse vraiment. Alors bon, effectivement, tu vas pas tout regarder en entier du début jusqu'à la fin, mais tu peux passer dans les vidéos, regarder un peu ce que je fais, comment je fais, machin. Et donc en gros, le Game Jam Ludum Dare 33, le thème c'était Vous êtes le monstre, You are the monster. Et donc j'ai fait un jeu où le principe, donc c'est Carnage in Poopooland, vous êtes dans un pays, donc le Poopooland, c'est sur des nuages, vous êtes un monstre qui doit pousser donc les poupous, qui sont les habitants de Poopooland. Vous êtes en fait vous-même un poupou, mais une espèce d'une anomalie, un psychopathe, tout ça. Et vous devez en fait pousser les poupous en dehors du nuage, tout simplement, voilà. Donc le jeu a été fait intégralement en C# avec XNA ou Monogame, je me souviens plus, mais c'est grosso merdo la même chose. Et j'ai terminé au total de toute la jam 215ème avec une moyenne donc sur 5 de 3,61. Voilà. Je mettrai le lien de l'entry dans la description, vous pouvez voir donc la description du jeu, télécharger le jeu pour Windows ou avec un émulateur sur Mac si vous voulez essayer sur Mac. Vous aurez aussi les notes en détail si vous voulez voir un peu toutes les notes que j'ai eues, et puis bien évidemment les commentaires que les gens m'ont donnés sur le jeu. Voilà. Alors ensuite, tu pourrais d'ailleurs te servir de ton audience pour faire des projets communautaires, je sais pas trop, des game jam, machin. Mon audience. Je pense savoir ce que tu veux dire. Genre, j'organise des game jams, quoi, et puis donc tous les gens qui sont intéressés participent, et à la fin, on établit un gagnant ou je sais pas quoi. Ça pourrait être une bonne idée. Le problème, c'est qu'il faut organiser tout ça, il faut avoir le temps, machin, etc.
Je t'avoue que là en ce moment en fait mon audience, vu que j'ai pas fait de vidéo depuis pas mal de temps, c'est assez limité, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient motivées pour faire ça. Enfin n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si vous êtes vraiment motivé pour faire un truc comme ça, mais le problème c'est qu'il va falloir organiser plein de trucs machin, et moi je suis très mauvais en organisation d'événements comme ça, donc voilà. Pour répondre à ta question, peut-être un jour, si jamais j'en ai la motivation et l'envie et aussi les compétences pour organiser tout ça, je verrai. Ensuite, donc, j'ai eu les réponses de 2 personnes qui m'avaient posé des questions à la première vidéo, et ils m'ont reposé des questions derrière, plus précises que ce qu'ils avaient posé déjà. Donc on va commencer avec Grégoire Ribulet. Vous vous souvenez, c'est celui qui nous avait demandé pour les Windows Forms, enfin comment faire une interface graphique en C#. Et donc qui nous dit « Merci pour ta réponse, mais en effet ma question n'était pas assez précise, je connaissais déjà Windows Forms, mais seulement je n'arrive pas à voir le lien entre form1.cs et programme.cs. Par exemple, comment appuyer sur un bouton pour incrémenter une valeur dans la classe principale? Peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris la structure des Windows Forms. Et désolé, sa réponse à ma question semble très simple, mais je suis débutant. D'ailleurs, ça serait sympa une vidéo sur C# qui nous donne toutes les clés en main pour nous permettre de créer un petit jeu. Exemple, comment bouger, mettre une animation, rajouter une physique. Bref, tous les trucs indispensables pour un petit jeu. Bien, alors, j'ai déjà répondu donc pour la partie du jeu. En C#, le seul moyen c'est de faire du monogame, ou alors d'autres frameworks que je ne connais pas. Et j'ai fait une série, encore une fois, donc là je répète avec la première question. J'ai fait une série pour apprendre monogame, tout simplement. Et donc il m'avait répondu, oui, j'avais déjà jeté un coup d'œil sur ces vidéos, je les avais trouvées hyper intéressantes, mais le problème c'est qu'elles sont vachement longues. Faudrait que je trouve du temps pour tout regarder un de ces 4. J'attends ta vidéo réponse avec impatience. Alors, qu'entends-tu par là, elles sont vachement longues? Je me souviens pas avoir fait des grosses vidéos. Effectivement, c'est des longues vidéos, mais parce que c'était des streams en fait à la base, et j'ai pas. Le problème c'est que j'ai pas une connexion de taré mental. C'est quand même vachement plus simple d'avoir l'option export sur Twitch pour directement passer de Twitch à YouTube sans rien faire. Donc effectivement, toutes les vidéos où je code des trucs sont longues parce que c'était des streams. C'est pour ça d'ailleurs que là je vous dis, ne me demandez pas de faire des grosses séries parce que c'est trop long et je vais faire que ça malheureusement. Donc c'est pour ça que je vous demande en fait de me poser des questions précises, comme ça j'y réponds très rapidement dans des vidéos comme ça qui durent une vingtaine de minutes, et puis vous avez votre réponse et vous savez comment faire. Voilà. Pour répondre à ta question sur Windows Forms, eh bien on va aller tout de suite dans Visual Studio. Donc, encore une fois, nous voilà donc sur Visual Studio. Alors, je vais donc essayer de répondre à ta question sur le lien entre form1.cs et programme.cs, ainsi que globalement, en fait, la structure de comment structurer ton application Windows Forms. Donc, je vais juste charger l'application de test que j'avais faite pour l'épisode d'avant. Voilà. Et je vais ouvrir donc les fameux fichiers. Alors, comme tu le sais sûrement, dans n'importe quel programme, tu as un point d'entrée, c'est-à-dire une fonction qui va être appelée tout au début du programme et qui va initialiser tous les trucs. Ici, dans Windows Forms, cette fonction, c'est la fonction main qui se trouve dans programme, dans la classe programme. En gros, la classe programme, c'est la classe qui va être lancée directement quand tu vas lancer ton application. Et donc la fonction main ici se trouve dans la classe programme. Donc en gros, c'est dans le fichier programme que se trouve la première fonction qui va être appelée, donc en gros, ces 3 lignes sont les 3 lignes qui vont être exécutées quand tu vas lancer ton application. Donc l'application a fait des trucs, un app Visual Studio machin, set compatible test rendering défaut de bidule, et ensuite ça fait application.run new form. Et c'est là le lien entre programme.cs et form1, c'est que du coup, pour éviter d'avoir rien du tout qui se passe quand tu lances ton application, eh bien ils t'ont créé en fait une classe form1 par défaut, qui est en fait donc du coup une interface, une fenêtre quoi, et dans programme, la première chose que tu vas runner, c'est ta fenêtre. En fait, ça va lancer ta fenêtre tout simplement. Et donc ça s'appelle form1 parce que c'est form1, voilà. Mais tu peux renommer bien entendu la classe, à condition de renommer bien entendu ici aussi. Et donc voilà, le lien entre programme et form1.cs, c'est que programme, il contient la fonction main qui va être exécutée en premier, et dans la fonction main, on lance form1.cs qui est la fenêtre de base. La première fenêtre qui va être lancée quand tu vas démarrer ton application. Alors après, concernant la structure, en fait c'est toi qui choisis la structure de ton programme. C'est-à-dire que là, programme.cs, ça permet de faire les premières lignes de code, d'exécuter donc ta fenêtre de base, et c'est tout. En fait, c'est juste fait pour ça. Après, si tu veux faire par exemple des variables globales comme tu le suggères ici, si tu veux faire par exemple quand tu appuies sur un bouton, tu incrémentes une valeur dans une classe principale, il n'y a pas vraiment de classe principale, si ce n'est programme. En fait, ici, il faut réfléchir en fenêtre, c'est-à-dire que quand tu as une application d'ouverte sur ton PC, que ça soit un jeu ou autre chose d'ailleurs, tu as forcément une fenêtre quelque part. Si on prend l'exemple ici de Visual Studio, la fenêtre c'est celle qui contient tout ce qu'il y a là, d'accord ? Donc c'est ta fenêtre principale, donc en gros c'est ta classe principale. Donc pour moi, la classe principale c'est
la classe de ta première fenêtre qui va être lancée quand tu vas démarrer ton application, tout simplement. Et donc c'est là-dedans qu'il faudra que tu fasses un compteur, si tu veux incrémenter une valeur dans une classe, ça sera là-dedans qu'il faudra la faire. Et donc pour faire ça c'est très simple, il suffit simplement de déclarer un entier dans ta classe, ce qui va être donc une propriété de ta classe. Donc int, par exemple, int counter, ou counter, allez. Et là, donc au lieu de changer le label Toto ici, on va simplement incrémenter le compteur. Donc on fait simplement this.counter ++. Et voilà, le compteur est incrémenté. Alors après, je anticipe ta question et tu vas me dire, oui mais du coup comment je fais pour récupérer la variable compteur dans les autres fenêtres ? Puisque les autres fenêtres n'ont pas accès à la variable counter, puisque la variable counter se situe uniquement dans la forme 1. Et c'est là où je vais te donner un conseil, je pense, qui va bouleverser toute ta vie. Alors peut-être tu le savais déjà, et peut-être tu n'as pas pensé à l'utiliser comme ça. Je connais pas vraiment ton niveau en Windows Form, donc j'essaie de t'expliquer au mieux, indépendamment de ce que tu connais. La plupart du temps, en fait, quand tu lances d'autres fenêtres dans ton application, la bonne pratique pour ouvrir une fenêtre dans une fenêtre principale, c'est tout simplement de passer le parent en paramètre du constructeur de ta fenêtre. Par exemple, je vais te montrer, on va ici créer une deuxième fenêtre. Si je me souviens comment ça marche, add, c'est ça, new item, Windows Form, voilà. On va créer une deuxième fenêtre qu'on va appeler forme 2, voilà. Voilà, c'est juste une fenêtre comme ça, avec, on va mettre un bouton. Tac. Quand on clique dessus, ça va fermer la fenêtre. Donc on va simplement double-cliquer sur le bouton pour créer la fonction qui va bien. Et pour fermer la fenêtre, il suffit de faire simplement this.close. Voilà. Et donc on va aussi changer le constructeur, et à l'intérieur de ce constructeur, on va donc devoir lui passer en paramètre la fenêtre parente de cette fenêtre. Et donc la fenêtre parente de cette fenêtre, ça sera notre forme principale, notre fenêtre principale, qui est donc forme 1 ici. Donc on va lui passer en paramètre forme 1, qu'on va appeler parent, puisque ce sera son parent tout simplement. On peut lui mettre en variable d'instance, si on veut. Donc this.parent égale parent pour le CP, voilà. Et on retourne dans notre forme 1 juste pour changer un truc, c'est que ici notre counter n'est pas public, enfin n'est pas accessible à l'extérieur, donc on va le rendre public tout simplement. Et maintenant, si je veux utiliser la variable counter, par exemple, je veux l'afficher sur le texte du bouton, il suffit simplement de remplacer donc le texte du bouton, qui s'appelle donc bouton 1, texte, et de mettre this.parent.counter. Tout simplement. Et donc là, ça va mettre le counter. Alors, encore une erreur de ma part, la bonne pratique en C#, c'est de faire des propriétés, et donc pour cela, on va simplement devoir faire des getters et des setters. Alors, ne t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de faire de fonction quoi que ce soit, il faut simplement mettre les mots-clés get et set entre accolades comme ça pour faire une propriété en C#. On va simplement rendre le set privé pour éviter de changer la valeur à l'extérieur de la classe, et comme ça, notre forme 2 a accès au counter, et il n'y a plus de warning ou de trucs chelous qui apparaît. Et donc maintenant si on teste, alors je n'ai rien, pour l'instant j'ai rien fait j'ai pas de bouton qui sert pour ouvrir la fenêtre, on va en rajouter un. Là on va mettre un petit menu juste pour délirer, voilà, hop, on va mettre un menu ici, forme 2, non genre on va l'appeler ça file, et puis ici on va mettre nouveau par exemple, new, hop. C'est juste pour vous montrer des petits exemples de ce qu'on peut faire avec Windows Form. Et donc là encore une fois je peux double-cliquer sur mon bouton pour créer une fonction qui va se déclencher quand je clique sur le bouton. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, il suffit simplement de déclarer, donc cette fenêtre qu'on va ouvrir c'est une forme 2, on va faire une new forme 2, et là vu qu'on a changé le constructeur, on va lui passer le parent à l'intérieur, pour qu'il ait accès à la variable counter. Et donc, alors le parent c'est this, bien entendu, c'est pas parent, parce que ça n'existe pas. Et donc maintenant ce qu'on peut faire c'est simplement déclarer ça comme ça, form égale new form, nanana. Ensuite pour ouvrir la fenêtre, il suffit simplement de faire show ou show dialogue. Show dialogue, c'est un dialogue, c'est-à-dire que la fenêtre va prendre le focus, même si tu reviens sur la fenêtre principale. En gros, je vais te montrer tout simplement. Donc voilà, là on a fait tout ce qu'il faut pour pouvoir incrémenter notre compteur. On va d'ailleurs l'initialiser à 0, ce qui est une bonne chose quand même. D'accord ? Et maintenant on va pouvoir tester. Donc là on voit bien qu'on a notre bouton très bien. Donc là je ne sais pas quelle est la valeur de ma variable counter ici en fait. Là je peux cliquer sur le bouton. Je sais que ça l'incrémente parce que je sais que ça l'incrémente, puisque dans le code il y a marqué que ça l'incrémente. Et pour vérifier que ça l'a bien incrémenté, on va simplement faire new ici. Et là tu peux voir que j'ai cliqué 51 fois sur le bouton coucou. Tout simplement. Alors, la petite subtilité entre show et show dialogue, c'est ça. Et donc là, si je clique à l'extérieur de la fenêtre, alors vous voyez pas mon curseur pour des raisons que j'ignore, mais croyez-moi, je clique à l'extérieur de la fenêtre,
et bien tu peux voir que en fait, le dialogue me force à rester sur la fenêtre du dialogue justement. Donc là tu vois, je ne peux pas cliquer sur File, je ne peux pas cliquer sur le bouton derrière ou quoi. Donc là si je clique sur le bouton qui affiche notre counter, ça ferme la fenêtre et je peux de nouveau avoir le contrôle sur ma fenêtre principale. Et donc maintenant si je fais juste show, tu vas voir que je vais pouvoir en fait ouvrir la fenêtre. Donc là tu vois j'ai cliqué 0 fois. Et quand même incrémenter notre compteur. Alors malheureusement c'est pas dynamique, c'est-à-dire que là le compteur va pas se mettre à jour puisque je le fais uniquement à l'initialisation de la fenêtre. Là par exemple si j'ouvre une nouvelle fenêtre, eh bien ça va bien m'afficher le nouveau compteur en gros. Donc là tu vois c'est ça en fait. Show ça permet d'avoir des fenêtres en fait que tu peux faire cohabiter quoi. Cliquer n'importe où et puis ça marche tout bien. Et Show Dialog, c'est pour en fait forcer ton utilisateur à rester sur cette fenêtre tant qu'il n'a pas fini l'opération qu'il faut, quoi. Voilà, j'espère que ça répond à tes questions, j'espère que c'était assez clair, tout ça. Si tu as d'autres questions sur Windows Form, je peux t'aider. Alors ça fait un bail quand même que j'en ai pas fait, donc je vais peut-être avoir un peu de mal. Mais je peux t'aider si jamais tu as d'autres questions comme celle-ci. Enfin, dernière question, donc il n'y avait pas beaucoup de questions, mais c'est pas très grave, je pense que la vidéo sera déjà assez chargée vu tout ce que j'ai dit déjà. C'est Raphaël Pumeda qui nous avait demandé pour l'aide de son école avec les langages PHP, etc. machin, qui nous dit, par rapport à ton avis, pourrais-tu m'expliquer un peu la différence entre le PHP, le Java et le Ruby? Alors, il y a beaucoup de trucs à dire effectivement sur le PHP, le Java et le Ruby. Ce sont donc trois langages de programmation très différents, puisqu'ils n'ont pas la même utilité de base. En fait, je suis pas spécialiste dans le PHP, donc c'est possible que ce que je dise là sur le PHP, ça soit vraiment faux. J'espère pas, mais bon, j'en ai fait un petit peu du PHP, et donc, si on devait un peu résumer les trois langages et sortir les points faibles et les points forts de tous les langages, ça donnerait un truc à peu près comme ça. Pour le PHP, c'est très simple, c'est le premier langage en fait qui est arrivé pour faire du web dynamique, c'est-à-dire pour éviter d'avoir des pages statiques en HTML. Alors pour moi, c'est le premier qui est sorti de l'ombre, on va dire. C'est le premier qui a été vraiment beaucoup utilisé au départ, dans les années 2000 au début, peut-être un peu après, 2005, je sais pas. Et donc le PHP, à la base, c'était censé être un langage pour rendre des pages statiques et bien dynamiques. Vous allez mettre des formulaires dans votre page HTML, et avec ces formulaires, vous allez pouvoir envoyer ce que l'utilisateur a rempli vers une base de données ou quelque chose, et ensuite pouvoir réutiliser ces informations dans une autre page, etc. Machin. Ça, c'est la base de tous les sites web aujourd'hui, qui sont quasiment tous dynamiques. Et cette partie de l'application, donc, qui était faite en PHP, qui permettait de stocker les données utilisateurs, l'input utilisateur vers une base de données, c'est ce qu'on appelle le back-end. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, je ne savais pas si tu connaissais le terme, je l'ai utilisé comme ça. Mais voilà, sache que ce genre de choses, ça s'appelle le back-end. Le back-end, c'est l'application qui se trouve en fait derrière tout ce qu'on appelle le front-end, qui est simplement la vitrine, en fait, ce que vous allez voir sur un site web. Par exemple, si je vais sur YouTube, eh bien je vois YouTube, voilà. Avec les vidéos, les machins, l'historique, le bidule, le truc. Ça, c'est ce qu'on appelle le front-end, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est directement devant. Par contre, derrière, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il se passe plein de trucs au niveau du code, et c'est pour ça qu'on appelle ça un back-end, parce que c'est derrière. Et donc le PHP est un langage back-end, qui a été fait uniquement pour faire du back-end web. Alors je sais pas, peut-être aujourd'hui il y en a qui l'utilisent pour faire des scripts ou des applications, je sais pas, mais ça m'étonnerait franchement. Et donc le principal avantage du PHP, c'est de pouvoir communiquer avec une base de données, donc MySQL, PostgreSQL, n'importe, pour pouvoir stocker des données récupérées sur des formulaires notamment. Et donc comment ça marche le PHP exactement? C'est très simple, vous prenez votre page HTML et vous mettez du PHP à l'intérieur et puis bim, ça marche. Alors aujourd'hui effectivement il y a des frameworks qui permettent de rendre le code un peu plus joli et de séparer en fait les parties HTML des parties PHP. Ces frameworks là, donc les plus connus c'est Zend et Symfony. J'ai vu que toi dans ton truc tu avais Symfony, il y a aussi Laravel, enfin il y en a plein d'autres. Donc voilà le PHP en gros. Maintenant le Java. Alors le Java a été développé pour autre chose à la base, c'était effectivement pour faire du web, mais c'était plutôt des petites applications qu'on appelait des applets. Et du coup à la base c'était pas du tout censé être un langage back-end, le Java je pense, je ne sais pas. Mais du coup aujourd'hui par rapport au PHP, le Java est utilisé dans plein d'autres trucs, par exemple pour faire des interfaces graphiques, pour faire des jeux, Minecraft a été fait intégralement en Java, des applications web, enfin il y a un peu de tout quoi. Le Java est le langage réputé pour sa lourdeur. C'est-à-dire que pour faire le moindre truc, il faut faire 50 000 classes, des interfaces, des machins, des trucs. Je sais pas si vous connaissez ce mème qui dit, par exemple, t'as un bout de code en Java qui fait absolument rien avec des abstract factory builder et des trucs comme ça. C'est un peu gros, c'est un peu exagéré, mais en gros c'est ça quoi.
Et donc effectivement, il existe pas mal de frameworks web en Java pour faire des applications web en Java, du back-end en Java. Et une des principales, donc c'est toute la suite, en gros J2E, qui regroupe plein de petits frameworks comme Hibernate et plein d'autres, je les connais pas tous, enfin je m'en souviens plus en fait, ça fait longtemps. Et en gros, ça permet de faire à peu près comme ce que fait le PHP, mais en beaucoup plus long et beaucoup plus structuré entre guillemets. Alors l'avantage du Java par rapport au PHP, c'est que le Java est connu pour être scalable. Surtout si vous structurez votre code exactement parfaitement comme le veut les frameworks, etc. Machin. Le Java est réputé pour avoir une assez bonne virtual machine, donc VM, qui fait tourner le code. Une VM assez rapide, performante, enfin bref, voilà. Le Java est vraiment un bon langage dans tout, à peu près. Le problème avec le Java, bien entendu, c'est quand vous écrivez du Java, généralement, comme je vous l'ai dit, il faut faire 30 000 classes pour juste afficher un Hello World. Je parle bien sûr des applications web. Hein. Je sais qu'en Java, il suffit de faire un systemout.println hello world pour afficher hello world. On est d'accord, il n'y a pas besoin de créer de classe ou quoi que ce soit. Là, je parle vraiment des applications web où c'est vraiment très lourd juste pour faire une entity ou des trucs très simples. Quoi. Et le Ruby pour moi, c'est le plus simple des trois. Enfin, moi, c'est mon gros coup de cœur parce que c'est un langage qui comprend les développeurs. En gros, donc le Ruby, c'est le langage. Le framework web, c'est Ruby on Rails, donc communément appelé Rails. Rails est un peu particulier puisque ici il permet de faire aussi bien du back-end que du front-end. Il y a beaucoup de choses en fait possibles avec Rails qui ne sont pas directement possibles par exemple avec Zend ou avec J2E. Et c'est pour ça que Rails au début a eu beaucoup de succès parce que c'était genre super simple pour setup une application web en 2 secondes avec des vues, des pages HTML et tout, des trucs dynamiques, connecter la base de données, etc. Machin. En fait tout était fait de base en fait. Et c'est ça le problème et le principal avantage de Rails, c'est que c'est magique. Quand vous codez avec Rails sur une grosse application, tout est magique. Le moindre bug en fait, la plupart du temps, vous savez pas pourquoi ça se produit parce que c'est magique. J'ai travaillé donc pendant quasiment 2 ans sur une application web en Ruby, donc back-end. Je peux vous assurer que le principal inconvénient du Ruby, c'est juste que si jamais vous n'avez pas fait du tout le truc qu'il faut pour que ça marche, même si ça marche, eh bien vous n'allez pas vous en sortir parce que ça sera pas du tout scalable, et quand vous allez avoir des bugs, vous n'allez pas savoir d'où ça sort parce que c'est des trucs qui sont appelés de n'importe où. En fait, il faut connaître comment fonctionne Rails pour bien débugger en fait en Ruby tout simplement. Le point positif de tout ça, c'est que c'est magique, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que vous n'avez pas à faire, ou alors vous devez écrire 2-3 lignes de code max pour que ça marche. Versus en PHP où il faut écrire un truc un peu plus compliqué et faire pas mal de trucs. Versus en Java où là il faut faire 30 000 classes avec des interfaces de partout, des trucs, des bidules par-ci par-là, enfin bref c'est... Donc voilà, les 3 langages ont leurs avantages et ont leurs inconvénients. Ça dépend vraiment de toi, à ta façon de coder. Moi je préférais la simplicité. Je préférais la magie en vrai, faut pas se le cacher, moi j'aime bien quand ça marche du premier coup. Et Rails était parfait pour ça. Le problème effectivement avec Rails, c'est que quand tu arrives sur des applications beaucoup plus lourdes et beaucoup plus grosses, tu vas commencer à avoir plein de problèmes que tu n'auras pas forcément par exemple en Java, où là c'est carrément l'inverse. Si tu veux faire des petites applications, peut-être un peu trop lourd en fait le Java pour toi, mais si tu veux faire des grosses applications qui doivent scaler, tu auras 50 personnes qui bossent dessus, là le Java c'est le bon choix. Par exemple. Et le PHP pour moi ça serait un petit peu l'entre-deux en fait, même si ça commence un peu à vieillir pour moi le PHP, mais ça reste quand même pas mal utilisé. Hein. C'est pour ça que dans la vidéo d'avant j'ai dit que le PHP c'était pas trop mal, parce que c'est pas un langage qui va mourir bientôt. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Alors j'ai répondu que à 3 questions, donc globalement, enfin à 3 personnes, mais je pense que la vidéo sera assez longue. Encore une fois, merci pour vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo. J'y répondrai dans le prochain et 3e donc, épisode de cette série. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire le maximum de retours. Est-ce que le format de vidéo vous plaît? Est-ce que la longueur est bien? Est-ce que je réponds bien aux questions? Est-ce que je devrais faire un truc autrement? Ou est-ce que... Voilà. Merci à tous, et je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!